Donc, rebonjour. Désolée pour cette coupure. On va reprendre Docteur Bechichi dès le débat qu'on a lancé. Ma question, c'était comment on se protège vis-à-vis la loi. Donc, est-ce que le superviseur peut faire son métier sans aucun problème? Il y a une carte blanche pour... Bon, en ce qui concerne la législation et les lois, le superviseur QHSE doit être protégé d'abord par l'entreprise elle-même. D'accord? Ça veut dire que l'entreprise doit garantir et rassembler au superviseur QHSE les moyens nécessaires pour faciliter son travail. Le superviseur QHSE, c'est le premier responsable sur le site qui concerne la qualité, l'hygiène, la santé et l'environnement. Il y a des lois dans la politique QHSE de l'entreprise. Le superviseur QHSE, c'est un des responsables du site. Il a l'autorité de sanctionner où il le faut du personnel, il a le droit de le fixer dans la marchandise, d'utiliser la sonnette d'alerte, etc. etc. D'accord. J'ai une autre question concernant les limites critiques. Azad, on va les aborder. D'accord, Madame Baïmchoufouch. D'accord. Ou pour le nettoyage qui coule, est-ce que nous sommes responsables pour vérifier ou là, est-ce que l'entreprise a besoin de faire des contrats avec des sociétés de nettoyage? Non, l'entreprise elle-même, le personnel doit garantir le nettoyage des infrastructures. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir aux autres sociétés, c'est elle-même qui est responsable de garantir l'hygiène des locaux et des infrastructures. Et le superviseur du HSE, c'est lui le responsable que le personnel suive les plans de nettoyage et que le personnel assure le respect des bonnes pratiques d'hygiène, maintenant l'hygiène des locaux. D'accord? D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question, les amis? On continue donc Chichi. Ok, on va aborder maintenant la deuxième partie de notre formation qui est l'initiation en protocole HACCP. L'initiation en protocole HACCP, d'abord, on doit faire une introduction. Ça veut dire quoi? Protocole HACCP, ça sert à quoi, etc. etc. Bon. La méthode HACCP, c'est une abréviation d'une expression en anglais, ça veut dire qui dit hasard, analyse, critique en contrôle. En français, c'est l'analyse des risques, la maîtrise des points de contrôle critique, l'analyse des dangers, la maîtrise des points de contrôle critique. La méthode HACCP, c'est une travail, c'est une démarche rigoureuse et responsable. C'est quoi l'objectif de la méthode HACCP? La méthode HACCP, l'objectif c'est d'avoir zéro risque sur la santé des consommateurs. C'est le premier et l'objectif principal de la méthode HACCP, c'est de garantir la sécurité alimentaire et de présenter aucun risque sur la santé des citoyens. Voilà, ça c'est la définition de la méthode HACCP. L'historique de la méthode HACCP dit que ce concept est né aux États-Unis vers les 1970 dans l'industrie chimique pour assurer la sécurité des opérations de fabrication. Après, ce concept a été repris rapidement par l'industrie alimentaire américaine
par les sociétés sous-traitantes de la NASA pour la réalisation de l'alimentation des cosmonautes. Après, ce concept a été repris par plusieurs organismes, dont l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le Codex Alimentarius, ça, c'est des normes alimentaires internationales, mais cette réglementation est difficile à appliquer. Ce concept introduit dans la Directive générale sur l'hygiène des denrées alimentaires le 14 juin 1993 en Europe, ce contexte est simplifié et repris dans le texte réglementaire concernant les produits à base de viande et les produits de la pêche. Ça, c'est en Europe. Au niveau d'Algérie, en ce qui concerne la législation algérienne, il y a un décret exécutif qui est représenté ici. C'est un décret exécutif numéro 1740 du 11 avril 2017. Ce décret exécutif fixant les conditions d'hygiène et de salubrité lors du processus de mise en consommation humaine de denrées alimentaires. On a l'article qui parle ici de ce décret qui oblige les entreprises qui activent dans le secteur alimentaire à appliquer et à respecter le protocole HACCP. Bon, voilà. L'article numéro 5 du décret exécutif dit qu'à l'exception de l'étape de production primaire, les étapes définies à l'article 3 ci-dessus, qui sont en général des entreprises qui opèrent, qui activent dans le domaine agroalimentaire, de restauration collective en général, ces établissements doivent mettre en place des procédures en vue de s'assurer de la salubrité et de la sécurité des denrées alimentaires fondées sur les principes du système HACCP. Donc, au niveau de notre pays, de la gestion algérienne, on a un décret exécutif qui parle la première fois du protocole HACCP en année de l'an 2017. On est très en retard en ce qui concerne l'application du protocole HACCP. Il faut savoir aussi que l'HACCP, la base, c'est les pH, c'est les pratiques d'hygiène. Si on n'a pas, vous pouvez voir ici, formation HACCP. Docteur Amin. Oui, je vous écoute. Ah oui, on vous écoute pas. Bon, vous m'écoutez? Oui. Comme j'ai déjà dit que l'HACCP, la méthode HACCP, est basée sur les bonnes pratiques d'hygiène. Les pratiques d'hygiène abordées dans la première formation, on a parlé sur la maintenance du matériel, le nettoyage de la désinfection, le contrôle et la réception de l'expédition des marchandises. On a parlé sur l'hygiène du personnel, la formation du personnel aussi. Le personnel doit être formé de façon continue sur les bonnes pratiques d'hygiène. La lutte contre les nuisibles aussi, la maîtrise des températures, la qualité de l'eau et la gestion des déchets. Ça, c'est la racine de la méthode HACCP. Si on n'a pas maîtriser vraiment les bonnes pratiques d'hygiène, si notre personnel, par exemple, ne respecte pas les bonnes pratiques d'hygiène, si nos infrastructures ne sont pas conformes, ça veut dire qu'ils ne permettent pas, par exemple, d'appliquer la marche en avant, si les surfaces et les murs ne sont pas lisses et qui sont difficilement lavables, si on ne maîtrise pas les températures de stockage ou de préparation de denrées alimentaires, si on ne contrôle pas la réception, à l'expédition des denrées alimentaires dans nos marchandises, on ne peut jamais parler ou aborder le sujet de la HACCP. Effectivement, en Algérie, la plupart, si j'ose le dire, la plupart des entreprises
ne sont pas encore certifiés en HACCP. Il n'y a aucune entreprise, d'ailleurs en Algérie, certifiée en HACCP. Il y a des entreprises qui sont dans la route de se certifier, mais d'après mes informations, ils ne sont pas encore arrivés. Donc, ça, c'est la racine de l'HACCP. Il faut d'abord maîtriser les bonnes pratiques d'hygiène. C'est pour ça qu'on a procédé à l'explication des d'hygiène au premier. Après, on va passer à l'HACCP. On va faire juste une initiation à la méthode HACCP. On a parlé sur l'historique du protocole HACCP, on a parlé sur la législation algérienne. On a dit ici que ça existe uniquement un décret exécutif qui a abordé le sujet de l'HACCP, mais il n'y a pas un arrêté ministériel qui exige des entreprises qui travaillent dans le domaine agroalimentaire, de la restauration collective ou de catering en général, à être certifiées HACCP. La norme internationale ISO, en ce qui concerne l'HACCP, c'est l'ISO 22000. On a dit des bonnes pratiques d'hygiène, c'est le système de management de la qualité ISO 9001. L'HACCP, c'est l'ISO 22000. Donc, les entreprises algériennes ne sont pas encore certifiées en ISO 22000. Ça, en ce qui concerne la législation algérienne, on a parlé de l'introduction de la méthode HACCP. On va continuer. On a dit que le concept HACCP date de l'an 1970 dans l'industrie chimique pour assurer la sécurité des opérations de fabrication, concept repris par la NASA, etc., etc. Le concept introduit en Europe à partir du 14 juin 1993. Ici en Algérie, on n'est pas encore arrivé pour pouvoir parler à la méthode HACCP. Il faut savoir aussi que la formation HACCP demande beaucoup de temps. La dernière formation a pris presque une semaine, donc le temps n'est pas vraiment suffisant pour donner des détails sur la HACCP. On va faire juste une initiation au protocole HACCP. C'est quoi le protocole HACCP, ça sert à quoi vraiment, c'est quoi l'objectif, etc., etc. Le but de la méthode HACCP, comme on a déjà dit, c'est d'identifier et d'évaluer à partir de différents stades de la fabrication d'une denrée alimentaire. Aussi, l'objectif, c'est de définir les moyens nécessaires en maîtrise des dangers qu'on a déjà parlé. Aussi, le but de la méthode HACCP, c'est d'assurer les moyens à mettre en œuvre et de contrôler l'efficacité de ces moyens. Ça, c'est le but de la méthode HACCP. En résumé, le but de la méthode HACCP est de garantir la santé et la sécurité alimentaire et éviter les intoxications alimentaires. L'objectif aussi de la méthode HACCP, c'est d'harmoniser les pratiques. C'est quoi? Ça veut dire quoi harmoniser les pratiques? C'est que toutes les entreprises doivent avoir les mêmes pratiques pour effectuer les mêmes actions. Ça veut dire que l'entreprise X ou Y, en suivant le protocole HACCP, va respecter les mêmes normes au niveau d'Algérie, au niveau à l'échelle internationale pour être certifié en HACCP. Aussi, l'objectif d'une méthode HACCP, c'est d'instaurer des bonnes pratiques manipulant l'aliment sans faire briller le consommateur. Aussi, l'objectif de la méthode HACCP, c'est de responsabiliser les professionnels. Tous les professionnels intervenant dans la chaîne alimentaire sont responsables. Aussi, l'objectif de la méthode HACCP oblige des résultats. Ça veut dire quoi l'obligation de résultats? Ça veut dire qu'en suivant la méthode HACCP, on doit éviter tout risque d'intoxication alimentaire. C'est ça l'objectif principal de la méthode HACCP, c'est d'avoir zéro risque sur la sécurité alimentaire et la santé du consommateur. On va donner quelques définitions avant d'entamer les principes et les étapes du protocole HACCP. On doit d'abord définir, ça veut dire quoi, mesure de maîtrise. Les mesures de maîtrise, c'est toute intervention et activité
à laquelle on peut avoir recours pour prévenir ou éliminer un danger qui menace la salubrité de l'aliment ou pour le ramener à un niveau acceptable. Ça ce que veut dire la mesure de maîtrise. C'est toute intervention ou activité à laquelle on peut avoir recours pour prévenir ou éliminer un danger et le ramener à un niveau acceptable. Ça, c'est la définition de mesure de maîtrise. Les mesures correctives, c'est toute mesure à prendre lorsque les résultats de la surveillance exercée au niveau du CCP indiquent une perte de maîtrise. Donc, en cas du non-respect des CCP, on va expliquer après ça veut dire quoi CCP, on doit appliquer des mesures qu'on appelle des mesures correctives pour éviter la contamination de nos aliments. On passe à la définition des points critiques pour la maîtrise qui sont les CCP. Les CCP, un point de contrôle critique, c'est un stade auquel une surveillance peut être exercée et est essentiel pour prévenir ou éliminer un danger menaçant la salubrité de l'aliment ou la ramener à un niveau acceptable. Donc, un CCP, c'est un stade auquel une surveillance peut et doit être exercée pour éliminer un danger et pour le ramener à un niveau acceptable. Le seuil critique, définition du seuil critique, c'est un critère qui distingue l'acceptabilité et la non-acceptabilité. Ça veut dire, lorsqu'on a un point de contrôle critique, il doit avoir une limite critique ou un seuil critique, c'est-à-dire c'est la limite ou le seuil que notre paramètre et notre point de contrôle critique ne doit pas dépasser. Je donne des exemples pour essayer d'expliquer ces définitions, mais tout le monde doit être au courant. Ça veut dire quoi? C'est quoi la définition de ces expressions? L'écart, c'est le non-respect d'un seuil critique. Le diagramme des opérations, c'est une représentation systémique de la séquence des étapes des opérations utilisées dans la production ou la fabrication d'un produit alimentaire. Ça, c'est le diagramme de fabrication. Définition de l'HACCP, on a déjà défini, on a dit que c'est un système qui définit, évalue et maîtrise les dangers qui menacent la salubrité des aliments. Définition du danger, on a déjà présenté. Dernièrement, l'analyse des risques. Ça veut dire quoi, analyse des risques, qui est HA, Hazard Analysis? C'est une démarche qui consiste à rassembler et à évaluer les données concernant les dangers et les facteurs qui entraînent leur présence afin de décider lesquels d'entre eux représentent une menace pour la salubrité des aliments. Par conséquent, devraient être pris en compte dans le plan HACCP. Ça veut dire, dans notre plan HACCP, on doit d'abord procéder à l'analyse des risques potentiels qui doivent être étudiés. On doit fixer des points critiques à contrôler qui contiennent des risques, qui présentent des risques sur la santé et la sécurité des aliments. On doit après fixer des seuils critiques à chaque. On doit, comme j'ai déjà dit, on doit fixer des limites critiques à ces CCP pour éviter que le risque se présente. Et par conséquent, on doit les prendre en charge dans notre plan HACCP. L'importance du choix des produits de nettoyage, non, c'est pas ça, c'est pas cette information. Voilà. En pratique, on doit passer en pratique l'application de la méthode HACCP dans un établissement. Je m'excuse. 2 secondes. Bon, on pratique l'application de la méthode HACCP dans un établissement collectif à caractère social. La méthode HACCP, c'est une méthode préventive c'est une méthode préventive qui permet de garantir la qualité sanitaire du produit. C'est un nouveau contexte réglementaire politique harmonisé pour assurer la sécurité sanitaire des aliments, humains et animaux. Donc, c'est un champ d'application
transition de la fourche à la fourchette. C'est-à-dire qu'on doit suivre les matières premières et nos aliments depuis la production de ces derniers jusqu'à la distribution aux consommateurs. Il faut savoir que le protocole HACCP est basé sur 7 principes fondamentaux et composé aussi de 12 étapes. Donc, le protocole HACCP a 7 principes fondamentaux, on va les aborder juste après, et a 12 étapes successives pour arriver à l'objectif. Le premier principe de la méthode HACCP, c'est qu'on doit identifier les dangers à tous les stades de la chaîne alimentaire. Dès, par exemple, on a une entreprise ou un établissement de restauration collective qui veut appliquer la démarche HACCP pour être certifié en ISO 22000, doit identifier les dangers à tous les stades de la chaîne alimentaire, après déterminer les points critiques pour maîtriser ces derniers, c'est-à-dire les étapes et les procédures à contrôler. Le troisième principe, c'est de définir les limites critiques. Ça veut dire quoi une limite critique? C'est une valeur cible ou la tolérance des dangers qui assure la maîtrise des CCP. Comme j'ai déjà dit, la CCP, c'est un point de contrôle critique qu'on doit maîtriser. Le quatrième principe, c'est d'établir un système de surveillance pour assurer la maîtrise des CCP. C'est-à-dire qu'on doit procéder à la surveillance des CCP qui ne doit pas dépasser les limites critiques qu'on a déjà mis dans notre plan HACCP. Le cinquième principe, c'est d'établir des actions correctives en cas du non-respect des limites critiques du point de contrôle. Le sixième principe, c'est de vérifier l'efficacité du système HACCP. Comment ça? Comment on peut vérifier l'efficacité du système HACCP? C'est par la mise en place d'une procédure spécifique. C'est à travers des outils de contrôle et de surveillance, à travers des analyses microbiologiques, des tests microbiologiques de surface, et à travers la gestion des non-conformités. Ça veut dire, dans le sixième principe, on doit procéder à la vérification de l'efficacité du système HACCP. Maintenant, à l'efficacité du système HACCP, ça veut dire qu'on doit avoir zéro risque sur la santé des consommateurs. C'est à travers les outils de contrôle de surveillance, les analyses microbiologiques. Ça, c'est à travers ce qu'on appelle le repas témoin. Le repas témoin, c'est un repas qui va témoigner à-ce que notre nourriture ou nos aliments sont salubres et ne représentent pas un danger sur la sécurité des consommateurs. Le repas témoin, si on peut poser la question, est composé de quoi? Pour tout plat cuisiné ou manipulé on doit prendre un échantillon de chaque plat cuisiné ou manipulé, on doit le mettre comme un repas témoin. La quantité de chaque ingrédient de notre repas témoin doit avoir minimum 100 grammes de chaque aliment. Aussi, la température de conservation des repas témoins, selon la norme ISO 9001, il faut conserver le repas témoin pendant 5 jours au niveau des réfrigérateurs, entre parenthèses, dans des frigos positifs, pendant 5 jours. Donc, pour vérifier l'efficacité du système HACCP, on doit envoyer un repas témoin d'un jour donné, d'un repas du déjeuner ou du dîner d'une journée, et l'envoyer au laboratoire pour d'éventuelles analyses microbiologiques. Si les résultats sont bons, ça veut dire que notre protocole HACCP est efficace. Le cas contraire, ça veut dire qu'on a une défaillance au niveau de notre système HACCP. Donc, notre système HACCP n'est pas efficace. On doit revoir notre système HACCP. Le dernier principe, c'est d'établir un système documentaire concernant toutes les procédures
et tous les enregistrements. Ça veut dire quoi? Toutes les procédures qu'on a fait, tous les enregistrements qu'on a fait pendant toutes les étapes de production doivent être enregistrés. Ça, c'est les 7 principes fondamentaux du système HACCP. Ces principes sont inclus dans les 12 étapes successives pour appliquer la démarche HACCP. Donc, pour parler, pour commencer à mettre en œuvre une démarche HACCP au sein d'une entreprise, il y a 12 étapes à suivre. La première étape, c'est la constitution d'une équipe ou comité du pilotage. Ça veut dire pas une équipe ou comité du pilotage, ça veut dire qu'on doit responsabiliser quelqu'un. Dans la plupart des temps, c'est le responsable du département QHSE qui est le responsable de l'application du protocole HACCP. Cette équipe de pilotage doit être une équipe pluridisciplinaire. Ça veut dire quoi une équipe pluridisciplinaire? Ça veut dire que cette équipe doit être composée de plusieurs personnes qui ont des tâches différentes. Par exemple, l'équipe HACCP doit être composée des superviseurs QHSE, de responsables QHSE, des chefs de cuisine, des chefs de base, des représentants du département des opérations, etc. Ça veut dire que la HACCP, c'est une obligation que l'équipe de pilotage doit être une équipe pluridisciplinaire. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape dans la démarche, dans le protocole HACCP, c'est l'analyse de l'existant. C'est-à-dire, on doit décrire l'activité et les produits nécessaires. Ça veut dire quoi? Avant de commencer notre protocole HACCP, on doit d'abord définir qu'est-ce qu'on doit certifier. Qu'est-ce qu'on doit certifier en HACCP? Est-ce que nous sommes une entreprise de fabrication des produits agroalimentaires, donc on va uniquement certifier un seul produit, et par exemple un producteur de fromage qui veut se certifier en protocole HACCP, il doit faire un descriptif des activités et des produits qui vont résulter après. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est le rassemblement des données relatives aux produits. C'est-à-dire, pour se permettre à appliquer le protocole HACCP, la troisième étape, c'est qu'on doit rassembler toutes les données relatives aux produits qu'on va certifier après, c'est-à-dire le référencement des fournisseurs, le transport, la réception et les contrôles et le stockage des denrées alimentaires périssables. Ça, c'est la troisième étape pour mettre en œuvre une démarche HACCP. La quatrième étape, c'est l'identification de l'utilisation du produit. Est-ce que ce produit va être mangé directement? Est-ce qu'il doit avoir un traitement thermique, par exemple des plats qui doivent être réchauffés après? Ça, c'est la quatrième étape du protocole HACCP, c'est l'identification de l'utilisation du produit. C'est de vérifier les procédés de fabrication, déballage, décartonnage, stockage froid positif, par exemple. Ça, c'est la quatrième étape. En passant à la cinquième étape, c'est l'élaboration des diagrammes de fabrication. Ça veut dire quoi un diagramme de fabrication? C'est un diagramme qui rassemble toutes les étapes du processus de fabrication et de décrire aussi la vérification du diagramme de fabrication doit être validée juste après. Donc, pour passer à la cinquième étape, on doit faire un diagramme de fabrication du produit ou de l'aliment qu'on veut certifier en HACCP. Le diagramme doit contenir toutes les étapes du processus de fabrication. Il doit aussi avoir une vérification du diagramme de fabrication et après passer à la validation du diagramme de fabrication. Après, pour passer à la sixième étape du protocole HACCP, on doit procéder à l'analyse des dangers. On a déjà défini, ça veut dire quoi, l'analyse des dangers? C'est de lister l'ensemble des dangers potentiels pour chaque étape de fabrication. C'est quoi les étapes? C'est quoi les dangers potentiels pour chaque étape de fabrication?
quelles sont les causes, quelles sont les mesures préventives à prendre, par exemple lors de tranchage, mixage, refroidissement rapide, après la cuisson. Ça, si vous êtes concentré, c'est le premier principe. Et la sixième étape du protocole, c'est les sept, bon, vous pouvez voir, les sept principes fondamentaux, c'est les derniers à suivre dans la mise en œuvre du protocole HACCP. Donc, on a dit, c'est l'analyse de danger, c'est la première étape, c'est le premier principe. L'analyse de danger, il faut distinguer l'ensemble des dangers potentiels de la étape de transition. Docteur Chichi, Oui, oui. docteur Ami, le son est totalement parasité. Oui, Je sais ok. pas. Ok. C'est peut-être à cause de la connexion. De Caraho clair. Très bien. Donc, la sixième étape représente le premier principe du protocole HACCP. Il faut d'abord procéder et lister l'ensemble des dangers potentiels pour chaque étape de fabrication, les causes et les mesures préventives à prendre. Ça, c'est l'identification des dangers, et qui représente le premier principe. Après, la détermination des points critiques. Je vais vous donner un exemple d'un point de contrôle critique. Il faut d'abord faire la différence entre un PRP, un programme prérequis, et un CCP. C'est quoi un CCP? C'est un danger qu'on ne peut pas maîtriser en respectant les bonnes pratiques d'hygiène qu'on a parlé dans la première formation, qui est représentée par les 5 M. Si on a un danger et on arrive à le maîtriser en respectant les bonnes pratiques d'hygiène, ça veut dire en respectant l'hygiène du personnel, des matières premières, du milieu de travail, des méthodes de travail et du matériel. Si on maîtrise le danger à travers l'aspect des bonnes pratiques d'hygiène, ça, ce n'est pas un CCP, c'est un danger maîtrisé. On ne doit pas le citer dans notre protocole HACCP. La base du système ou du protocole HACCP, c'est les bonnes pratiques d'hygiène. Si on maîtrise les bonnes pratiques d'hygiène, on peut passer à la démarche HACCP. Si on ne maîtrise pas si on ne maîtrise pas notre matière première, si on ne maîtrise pas l'hygiène de notre milieu de travail, aussi de nos matériaux de travail, mais aussi utilisés dans la fabrication, on ne peut jamais parler du protocole HACCP. Si on maîtrise vraiment les 5 M et l'hygiène, les bonnes pratiques d'hygiène des 5 M, on peut passer au protocole HACCP. Si on ne maîtrise pas les bonnes pratiques d'hygiène, on ne peut jamais passer au protocole HACCP. Sinon, notre plan HACCP doit avoir plusieurs points de contrôle critiques à évaluer. Donc, c'est un système non efficace. C'est ça le problème qu'on a géré. On a des défaillances en ce qui concerne, par exemple, les infrastructures, le matériel, le personnel, par exemple, s'ils ne sont pas bien formés et qui ne sont pas vraiment impliqués dans l'application des bonnes pratiques d'hygiène, on ne peut jamais passer au protocole HACCP. Donc, le deuxième principe qui représente la septième étape, c'est la détermination des points critiques. On va prendre un exemple d'un CCP qui est la température des aliments. La température des aliments, c'est un point de contrôle critique. On ne peut pas la maîtriser en respectant les bonnes pratiques d'hygiène. Donc ça, c'est un CCP. Ça, c'est un exemple de CCP. Si on maîtrise la température de nos produits et par exemple la chaîne du froid des matières premières pendant le stockage ou après la production, le service des produits finis, c'est la chaîne du chaud. Si on peut les maîtriser à travers les bonnes pratiques d'hygiène, c'est pas un CCP.
le cas de la température, c'est un CCP. Parce que même si on respecte les bonnes pratiques d'hygiène, ça reste toujours un danger sur la santé que les aliments Hadouma, la chaîne du froid et la chaîne du chaud peuvent être altérés et non respectés. Donc, on a un danger sur la santé du consommateur. Ça, c'est un exemple d'un point de contrôle critique. Après, la huitième étape, c'est l'établissement de limites critiques, de valeurs cibles et de tolérance pour chaque CCP. On va continuer dans notre exemple, ce qui est la température des matières premières. On a déjà dit lors de la première formation que les températures de stockage des différents produits doivent être vérifiées, surtout par le magasinier en première place, par le responsable du site et par le superviseur UHSE. Par exemple, si la température des chambres froides, on va donner la température des viandes congelées qui ne doivent pas dépasser les moins 18, ça, c'est la limite critique. On fixe des limites critiques pour chaque CCP. Et par exemple, la température ne doit pas dépasser les moins 18. Ça, c'est la température conforme qu'on doit veiller sur le respect de cette dernière. La limite critique, c'est les valeurs de tolérance. Est-ce que la température des viandes doit être fixée sur les moins 18 ou on peut avoir une tolérance? Ça veut dire quoi, une tolérance? Est-ce qu'on peut avoir des changements et des variations légères sur cette limite critique? En ce qui concerne les chambres froides, par exemple la température des viandes congelées, on peut accepter plus 3 degrés et moins 3 degrés. Ça veut dire, si la température doit être fixée sur moins 18, on peut accepter jusqu'à moins 15 degrés. Et aussi, on peut accepter la température peut arriver à moins 21 degrés. Ça, c'est la tolérance. La seuil critique, c'est 18. La tolérance, comme j'ai dit, c'est moins 15 et moins 21. Ça veut dire si la température est comprise entre moins 15 et moins 21, on n'a pas vraiment un danger sur la santé des consommateurs. Si on a un dépassement de cette limite ou du seuil critique, on est dans la non-conformité, on a un danger sur la santé et sur la salubrité de nos aliments. Ça, c'est la définition et l'explication d'une limite critique pour un CCP. Après, la deuxième étape, la neuvième étape, c'est l'établissement d'un système de surveillance pour chaque CCP. Par exemple, on doit remplir les relevés de température des chambres froides. Et par exemple, le magasinier doit vérifier la température des chambres froides chaque 4 heures et remplir les températures de chaque chambre froide. Il faut procéder au nettoyage et désinfection de chaque chambre froide pour éviter l'éventuelle contamination bactérienne. Ça, c'est la 9e étape. La 10e étape, dans notre protocole HACCP, c'est d'établir des actions collectives. Ça veut dire quoi? On a déjà défini c'est quoi la définition des actions collectives? C'est les procédures à suivre lorsque les limites critiques sont dépassées. Et par exemple, j'ai mis des viandes congelées dans une chambre froide. Lors de l'établissement de mon plan HACCP, j'ai identifié les CCP, j'ai identifié quelles sont les limites critiques, les seuils de tolérance de ces derniers. Après, je dois mettre et établir des actions correctives. Et par exemple, si la température dépasse les moins 15 degrés, si la température des chambres froides, par exemple, la chambre froide a tombé en panne, les compresseurs, ça dépend pourquoi. La température des matières premières, des viandes congelées, a dépassé les moins 15, elle est arrivée à moins 10, parfois elle dépasse même le plus 0. Donc ici, dans mon plan HACCP, je dois mettre des actions collectives pour éviter que cette non-conformité et que ce non-respect des limites critiques d'un point de contrôle fait une altération des matières premières ou des aliments qui va représenter après un danger sur la santé du consommateur. Ça veut dire quoi? On continue toujours dans notre exemple. Si la température dépasse les moins 15 degrés et que notre viande congelée a décongelé, on doit
procéder à la destruction des produits ou trier, dans certains cas, les matières décongelées et garder, et jeter les matières décongelées et conserver les matières qui sont encore en congélation. Ça, c'est la deuxième étape. L'onzième étape, c'est la définition des modalités de vérification du système HACCP, c'est-à-dire que c'est le sixième principe que j'ai déjà expliqué. On a dit qu'on doit procéder constamment à la vérification de l'efficacité de notre système HACCP en envoyant par exemple des rapports témoins au laboratoire pour effectuer des analyses microbiologiques. Si, par exemple, on a des denrées saines, ça veut dire qu'on n'a pas un danger sur la santé du consommateur. Et ça veut dire que notre système HACCP est performant. Le cas échéant, on doit revoir, le cas contraire, on doit revoir notre système HACCP parce qu'on a un danger sur la santé du consommateur. La dernière étape, qui est le septième principe, c'est d'établir un système d'enregistrement et de documentation. Ce système d'enregistrement et de documentation regroupe les procédures, les modes opératoires, les instructions de travail, les plannings de nettoyage et désinfection, le plan de destruction des animaux indésirables et l'autocontrôle. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, à chaque livraison de marchandises, je dois rédiger et remplir une fiche de réception de marchandises pour chaque produit. Pour chaque chambre froide, on doit avoir un système d'enregistrement pour assurer le suivi de cette chambre froide chaque jour. Donc, chaque mois, je vais avoir des enregistrements bien définis sur l'état de température de ces chambres froides. Les plannings de nettoyage et désinfection, je dois avoir aussi un système d'enregistrement de suivi. Le plan de destruction des animaux indésirables, je dois avoir un planning un planning des opérations de désinfection, de dératisation, de désinsectisation, pour éviter la présence des animaux indésirables. L'autocontrôle aussi, c'est comme j'ai déjà expliqué, c'est en précédant à l'autocontrôle et en voyant nous-mêmes, et chaque mois, je dois envoyer un repas témoin vers le laboratoire et vérifier est-ce que les repas ils sont conformes, ne présentent pas un danger sur la santé du consommateur ou pas. Ça, c'est une brève initiation au protocole HACCP. On a parlé sur c'est quoi l'objectif de l'HACCP, quels sont les principes de l'HACCP, c'est quoi les étapes à suivre pour avoir une démarche HACCP. Aussi, il faut savoir qu'on doit garder nos documents et nos enregistrements pendant 1 an jusqu'à 5 ans. Ça, c'est une obligation comprise qui représente la deuxième étape du septième principe. Ça, c'est l'intérêt du système HACCP. J'espère que j'ai bien expliqué, j'espère que j'ai bien. Parce que j'ai essayé de faciliter quelques points qui sont des fois difficiles à comprendre. J'ai essayé d'être plus bref parce que la formation HACCP proprement dit prend beaucoup de temps. J'essaie d'être rapide et efficace. Donc voilà, on arrive à la fin de notre formation. Si vous avez des questions, je suis là. Merci beaucoup, Dr. Bechichi. C'était vraiment une formation à vrai dire. On a pris beaucoup d'informations. Donc, on va essayer d'ouvrir un petit débat avec les gens présents avec nous. Vous pouvez poser vos questions et ouvrir vos micros si vous voulez. Donc, bonsoir tout le monde. Et pour vous dire que toute la présentation était parfaite. Elle répond à toutes nos questions et je pense qu'il était clair. Et pour moi, pour ma part, j'ai aucune question. Merci, docteur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, docteur Nadia Teksaha.
Docteur Bichichi, en attendant que quelqu'un pose une question, j'ai une petite question concernant l'organigramme. L'organigramme, il y a plusieurs étapes. C'est à nous à voir ce qui est un CCP ou non. Je veux savoir la première étape, exemple, lors de la réception d'un produit, mis à part la viande ou les produits qui nécessitent un contrôle sur place. Disons, c'est les conserves par exemple. Est-ce que on peut la considérer comme un CCP ou la le système ISO où on vérifie le certificat كيفاه نديروا لهنا؟ Je vais vous expliquer. La définition d'un CCP d'un point de contrôle critique, pour simplifier, comme j'ai déjà expliqué, c'est un danger qu'on ne peut pas maîtriser en respectant des bonnes pratiques d'hygiène selon la norme ISO 9001. Le contrôle de la marchandise à la réception, c'est une étape basique et elle est inclue dans le protocole, dans l'ISO 9001, selon les bonnes pratiques d'hygiène. Ça, on ne peut pas faire de la réception de la marchandise comme un point de contrôle critique dans notre plan HACCP. Ça, c'est représenté dans les bonnes pratiques d'hygiène, c'est une étape essentielle qu'on doit vérifier selon la norme ISO 9001. D'accord, docteur. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a une question? S'il n'y a pas de question. Je vais poser une autre question alors. Vas-y, je vous écoute. Parlons de la matière première. Voilà. Disons qu'on est dans un restaurant et que les clients exagèrent ou cherchent à savoir si la viande est fraîche. Ou là, si elle était congelée, ou les conditions est-ce que les conditions de la décongélation sont selon les normes? Anna كيفاش راح m'expliquer? J'attendais cette question. Quelle est la procédure de décongélation de viande conforme? D'abord, pour répondre à ta question, si on parle par exemple de clients, on parle ici des entreprises. Les entreprises travaillent entre elles avec des contrats, en respectant des contrats. Et par exemple, Anna, je suis un prestataire et toi, tu es un client. Ce contrat, maintenant, tu dois préciser, est-ce que tu as besoin de viande fraîche ou de viande congelée? Si tu as besoin, si c'est mentionné dans le contrat que vous voulez que de la viande fraîche, moi, je suis obligé de vous présenter que de la viande fraîche. De cas contraire, si vous exigez de la viande congelée, je suis obligé de vous présenter une viande congelée. Ça, c'est pour répondre à ta question. Pour parler après de la procédure de décongélation, on a parlé avant sur les 5M, on a parlé, c'est le 5M, c'est la méthode de travail. Il y a des méthodes de travail justes, et il y a des méthodes de travail fausses qui peuvent mettre en danger la santé des consommateurs. On parle maintenant des bonnes procédures de décongélation des viandes. On a, selon ISO 9001, il dit que la viande décongelée doit sortir du froid négatif au froid positif. Ça veut dire sortir du moins 18 à froid positif. La température de cette dernière ne doit pas dépasser, par exemple, 6 ou 7 degrés. Pour la décongélation des viandes rouges, la décongélation doit prendre 72 heures, ça veut dire 3 jours. Ça veut dire que notre viande congelée doit être décongelée pendant 3 jours. Ça, c'est la bonne pratique de décongélation de viande. En ce qui concerne les viandes blanches, elles doivent être décongelées pendant 48 heures, ça veut dire 2 jours. Et les poissons doivent être décongelés pendant 24 heures, c'est l'équivalent d'une journée. Ça, c'est la décongélation. Donc, une pratique aussi de la décongélation, c'est qu'on doit sortir
notre viande des chambres froides négatives, on doit le mettre dans une chambre de décongélation. On doit respecter, on doit donner le temps nécessaire que la viande puisse être décongelée. On doit mettre notre viande dans des bacs de décongélation spécifiques pour la décongélation de ces derniers, qui sont des bacs perforés, parce que vous savez que lors de la décongélation d'une viande, cette viande va dégager un liquide du sang, un liquide rougeâtre. Le liquide ou le sang aide, c'est un milieu favorable, très favorable, voire pour la multiplication des bactéries. Donc, on doit mettre notre viande dans un bac de décongélation perforé pour éviter le contact direct de notre viande avec le sang de décongélation. On doit couvrir aussi notre viande par un film alimentaire en dessous pour éviter la contamination de cette dernière par les autres aliments. Donc, aussi, on doit mettre un étiquetage pour chaque bac de décongélation, pour chaque viande décongelée. Mais par exemple, je vais décongeler une viande rouge, la façon de décongélation, j'ai mis les bacs perforés, j'ai mis la viande pour décongeler, j'ai couvert cette viande par un film, par un sac de congélation. Je dois mettre un étiquetage précisant la nature de la viande. Et par exemple, si c'est une viande rouge, je dois préciser la date du décongélation. Et par exemple, j'ai fait sortir la viande le 28 juillet 2020 et je dois mentionner aussi dans l'étiquetage quand est-ce que je vais consommer cette dernière, c'est-à-dire un le 28, je dois attendre 3 jours pour pouvoir consommer cette viande. D'accord? Ça, c'est une bonne pratique de congélation. Dans le cas contraire, on a des mauvaises pratiques de décongélation. Il y en a ceux qui sortent les viandes congelées directement et la mettent dans la température ambiante pour accélérer le processus de décongélation. Il y en a ceux qui mettent la viande congelée, par exemple, dans des bacs d'eau chaude pour accélérer la décongélation. Il y en a ceux qui mettent la viande dans un cours, dans un bac d'eau courant pour accélérer la décongélation de cette dernière. Ça, c'est des mauvaises procédures, des mauvaises méthodes de travail qu'on doit éviter pour garantir la salubrité de nos viandes. Voilà. D'accord, docteur, merci. Vous avez très bien répondu. Donc, Roufa, la discussion, je voulais plus de détails sur l'audit. Sur l'audit. Oui. Si on parle de l'audit, les organismes et les entreprises doivent avoir recours aux organismes externes de certification et d'audit. Par exemple, on peut faire un autocontrôle ou un audit interne qui est fait par le département qualité de l'entreprise. Ça, c'est un audit interne. L'audit externe, c'est quoi? C'est que l'entreprise, pour être certifiée, par exemple, en ISO 9001, en ISO 14001 ou en ISO 18001, pour être certifié, il y a des organismes certifiés par l'organisation ISO qui sont certifiés pour donner aux entreprises qui répondent aux exigences des référentiels ISO une certification qui montre que cette entreprise respecte les exigences du référentiel ISO 9001, par exemple, ou dans les pays européens, cette entreprise est certifiée en HACCP. C'est des auditeurs externes qui font des audits pour certifier les entreprises. C'est quoi vraiment l'intérêt de cette certification? C'est lors de décrochement, c'est lors de présentation des offres pour décrocher des contrats. J'ai une entreprise X certifiée en ISO 9001
est certifié en ISO 14001 et en OSAS 18001. Dans on a certifié HACCP, et une entreprise Y qui n'est pas certifiée en HACCP, qui n'est pas certifiée en ISO 9001, moi je vais préférer la première parce qu'elle est certifiée. Cette première va avoir plusieurs clients qui étaient soit des clients nationaux ou même internationaux qui activent dans le territoire algérien. Elle va avoir beaucoup de clients, elle va avoir un bon chiffre d'affaires, etc., etc. C'est ça vraiment l'intérêt du système de management intégré. C'est ça vraiment l'intérêt sur le terrain de ces certifications. Ce n'est pas uniquement pour garantir l'hygiène et la sécurité alimentaire, mais aussi pour décrocher des contrats, avoir des clients et gagner de l'argent. C'est l'objectif principal des entreprises qui opèrent dans ce domaine. Voilà. Merci beaucoup, docteur. De ma part aussi, j'ai voulu savoir quelle est la méthode ou laissez-moi dire, la meilleure façon de la gestion de ce système. Est-ce que par l'utilisation d'un organigramme ou des tableaux ou quel est votre... On a d'abord ce qu'on appelle un plan de maîtrise sanitaire. Le plan de maîtrise sanitaire, comme j'ai déjà dit, le plan HACCP pour avoir un bon plan HACCP efficace, on doit baser et maîtriser les bonnes pratiques d'hygiène qui sont la base du protocole HACCP, comme j'ai déjà expliqué ici. Voilà, les racines du protocole HACCP, c'est les bonnes pratiques d'hygiène. Si on maîtrise les bonnes pratiques d'hygiène, on va avoir un bon protocole HACCP simple et efficace. Ça veut dire quoi, simple et efficace? Notre protocole HACCP, il ne doit pas avoir plusieurs points critiques à contrôler. Ça veut dire que notre point HACCP, pour être un système efficace, il ne doit pas avoir plusieurs points à contrôler. Donc, le contrôle sur le suivi de ces derniers va être vraiment difficile et on ne peut pas le maîtriser. Donc, on va avoir un plan HACCP efficace et on va avoir des problèmes de santé, des toxi-infections alimentaires collectives, etc. Donc, si on veut instaurer un plan HACCP efficace, on doit d'abord maîtriser les bonnes pratiques d'hygiène en maîtrisant les bonnes pratiques d'hygiène au niveau des 5 M. Si on arrive à maîtriser ces derniers, on peut passer au système HACCP, on ne va pas trouver plusieurs points à contrôler, on va avoir un système efficace, on va, en suivant le protocole HACCP, garantir la sécurité alimentaire et la santé des consommateurs. Voilà. D'accord, docteur. Merci beaucoup. Ammar, dans la conversation, Salam, docteur, barakallahu fik. Ma question est la suivante. Je présente quoi comme preuve pour le client que la chaîne froide, pardon, a été bien respectée? Donc, il y en a des clients qui, lors des audits, tu dois présenter, qui me donne la dernière étape, c'est on doit avoir des enregistrements de chaque étape, depuis la réception des marchandises jusqu'à le service de cette dernière, jusqu'au dernier consommateur. C'est-à-dire que tu dois avoir une traçabilité. En ce qui concerne la chaîne du froid, comment garantir que notre chaîne du froid a été respectée? C'est que, par exemple, les chambres froides, les frigos, les enceintes frigorifiques doivent être dotées des fiches de suivi de température. Ces derniers doivent être mis à jour chaque 4 heures, par exemple, par celui qui est responsable de la vérification, quel que soit le magasinier ou le frigoriste dans certains cas. Après, par exemple, le mois de juillet, je vérifie les chambres froides terribles, donc j'ai des fiches de suivi de température, je peux les présenter comme preuve que la chaîne du froid a été respectée. Voilà. D'accord, docteur. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Attendez.
Euh, Ammar, toujours. Très bien, docteur. En parlant de management de qualité, c'est quoi la vieille réglementation? La veille La, réglementation. La la veille veille réglementaire. réglementaire. La veille La veille réglementaire. réglementaire, c'est quoi? La veille réglementaire, c'est une démarche qui doit être faite par l'entreprise, surtout par le département de qualité, parce comme vous savez, les textes réglementaires, les lois changent toujours, donc l'entreprise doit toujours suivre l'évolution des lois, des décrets exécutifs, etc., pour être toujours dans la conformité, pour ne pas avoir des ennuis avec les autorités publiques. C'est-à-dire la veille réglementaire, c'est que l'entreprise doit veiller sur le respect des textes réglementaires, que ce soit des décrets exécutifs, des arrêtés ministériels ou des lois. Elle doit veiller sur le respect de ces derniers et suivre leur évolution. C'est ça, la veille réglementaire. D'accord, docteur. Comme on a déjà parlé du décret exécutif qui parle de la 1740, qui parle de l'HACCP. C'est un décret exécutif comme j'ai déjà expliqué, c'est un décret qui parle de l'importance du système du protocole HACCP, mais il n'y a pas vraiment un arrêté qui exige les entreprises à mettre en place un système HACCP. Ça va venir, mais quand est-ce que cet arrêté va venir, c'est la question qui se pose. D'accord, يعطيك الصحة docteur. Rofa, est-ce qu'une culture de champignons nécessite un contrôle HACCP? Culture de champignons. Oui. Là, je ne vous mens pas, je n'ai pas de notion en ce qui concerne les cultures, mais en général, les producteurs agroalimentaires, par exemple, on parle de protocole HACCP à l'échelle professionnelle, c'est-à-dire des entreprises qui sont de renommée nationale ou internationale, qui veulent avoir décroché des clients et des marchés nationaux et internationaux. Pour une production de champignons, je ne vois pas vraiment l'intérêt d'appliquer l'HACCP. D'accord. J'avais aussi une question sur la limite critique. Comment faire? Est-ce que on est obligé à les apprendre ou comment faire pour? Ça reste en respectant les PRP. Les PRP, c'est des programmes prérequis qui sont représentés par les bonnes pratiques d'hygiène. Si on arrive à respecter les bonnes pratiques d'hygiène, on n'aura pas beaucoup de CCP, comme j'ai déjà expliqué. Les limites critiques, c'est en étudiant les dangers déjà identifiés. C'est-à-dire, si par exemple, j'ai un danger de contamination par les bactéries, vous savez, il y a des notions de base en suivant la réglementation ISO 22000 ou ISO 9001 qui fixe les limites critiques et le nombre acceptable de la présence de bactéries dans un aliment. Ça, c'est un autre exemple. Il y a des normes qui donnent des limites critiques et stipulent le respect des limites critiques de cette année. Oui, j'ai voulu dire, est-ce que les limites critiques comme les seuils, à vrai dire, les seuils, احنا نحفظوهم ولا كيفاه نديرو؟ Je viens de vous expliquer que les seuils Adouma ou la dangers, il y a ce qu'on appelle dans le domaine agroalimentaire, on a un livre, un support très important qui s'appelle le Codex Alimentarius. Oui, le codex. Le Codex Alimentarius regroupe et rassemble toutes les notions et tout ce qui concerne la santé et la sécurité alimentaire. Vous allez trouver toutes les informations dans le Codex Alimentarius. On a aussi des guides de bonnes pratiques d'hygiène. On a aussi des guides pour l'application du protocole HACCP, etc. etc. D'accord, docteur. Voilà. Raouf cette fois. Docteur, si quelqu'un obtient un poste
ça se passe comment? Dans une journée entière, vous faites quoi, à part de contrôler la nourriture qui entre? J'ai déjà expliqué lors du début de notre formation que le rôle du superviseur QHSE sur site, c'est de veiller sur l'application des bonnes pratiques d'hygiène. Comment ça? Il doit faire des inspections chaque jour, il doit inspecter le respect des bonnes pratiques d'hygiène au niveau des différentes infrastructures, il doit veiller, il doit inspecter le respect des bonnes pratiques d'hygiène par le personnel. Est-ce que le personnel représente une bonne hygiène corporelle et vestimentaire? Est-ce que le matériel et les milieux de travail sont propres? Est-ce que les plans de nettoyage sont respectés? Est-ce que les méthodes utilisées dans la fabrication des aliments sont respectées? Aussi, ça c'est la première étape, c'est l'inspection. La deuxième, c'est le contrôle, comme je viens de t'expliquer. La troisième, c'est la formation du personnel, c'est-à-dire, toi, en tant que superviseur QSSE, tu dois faire des séances de formation pour le personnel en ce qui concerne l'hygiène, la sécurité alimentaire, la santé et la sécurité au travail, la lutte anti-incendie, la protection de l'environnement, etc., etc. Ça, c'est le rôle du superviseur QSSE. D'accord, d'accord. Vous avez très bien répondu à cette question. Je pense que Amar, en combien de temps doit-on refroidir un plat cuisiné pour limiter la prolifération bactérienne? Ça concerne le respect de la chaîne du chaud. Les plats tawana ne doivent pas Le dépasser sang, Bark, s'il te plaît. Allô, vous m'entendez? Le sang, oui. Oui. J'ai dit ça concerne le respect de la chaîne du chaud à travers les bains-maries. Ça veut dire, lorsqu'on a notre plat qui est prêt à être distribué aux clients, on ne doit pas se laisser refroidir et après le réchauffer, le refroidir après. D'accord? Ça, c'est strictement interdit. Si on a une nourriture qui est prête à être consommée, on doit la garder dans des bains-maries pour la température ne doit pas être au-dessous de 60 degrés. Le seuil minimum d'ailleurs c'est 60 degrés. Si cette nourriture est consommée donc pendant tout le service, la température de cette dernière doit être au-delà de 63 degrés. Si la température baisse, on ne peut pas la réchauffer après. C'est strictement interdit de réchauffer une nourriture, un aliment qui est déjà refroidi. Donc, dans les cas où ça reste une nourriture, on est obligé de la jeter et on ne peut pas la représenter ou la redistribuer encore une fois. Ça, c'est le respect de la chaîne du chaud des aliments. D'accord. C'est toujours. Je pense qu'il y a une autre question. Dans la chaîne du chaud, combien de fois puis-je réchauffer un plat cuisiné à l'avance? C'est une très bonne question, je pense. Vous avez répondu dans le milieu professionnel qu'on ne peut pas réchauffer une nourriture qui est c'est strictement Interdit. interdit. Dans le milieu professionnel, pour assurer le respect de la chaîne du chaud, ça veut dire mettre les bains-maries. Les bains-maries, on doit vérifier les bains-maries au début, au milieu et à la fin du service. Après le service, on ne peut pas redistribuer les plats tawana encore une fois. C'est strictement interdit. Donc, comment faire pour le conserver? Il y a un danger Oui. que la nourriture tourne et on a un danger d'intoxication si on veut les redistribuer encore une fois. Comment on peut éviter ce problème? C'est que les responsables des sites doivent maîtriser leur sortie, la quantité des aliments, des nourritures présentées pour éviter de tomber dans ce genre de problème. Si vous parlez de la maison, il y avait un employé qui m'a posé la question, il m'a dit on décongèle
toujours la viande congelée dans la maison, dans le milieu extérieur, ou dans la température ambiante, c'est-à-dire il charge la viande congelée. Sa maman sorte les viandes congelées et il l'a mis dans la cuisine, on l'a des fois directement au niveau de la marmite, mais il n'avait jamais d'un souci ou d'un problème d'intoxication, etc. Moi, j'ai répondu la réponse claire qu'ici, on est en train de parler du monde, du domaine professionnel. Il y a des exigences à respecter, il y a certainement des tolérances qu'on peut les faire bénéficiaire à la maison, etc. Mais dans le milieu professionnel, on est obligé à respecter les consignes, quelles que soient les exigences du client, les exigences des communes, de qualité, etc. Oui. Effectivement كما قال عمار حنا في الدار ساترنا ربي. Exactement. Il y a des bonnes pratiques et il y a d'autres mauvaises pratiques qui sont susceptibles de créer des problèmes. Après, la distribution, etc. Oui. Abir, تقول docteur, comment on peut obtenir un poste contrôleur de qualité ou QHSE, superviseur? Est-ce que le diplôme médecin vétérinaire suffit ou il faut faire des formations HACCP ou ISO, etc. Donc, ça dépend des entreprises. D'ailleurs, vous savez que la plupart des entreprises de catering en général sont au niveau du sud de l'Algérie, c'est de Ouidah, Hassan Saoud, etc. Donc, pour pouvoir décrocher un poste, d'abord, il faut avoir un certificat de résidence à Ouidah. Il faut être inscrit au niveau de l'ANEM de Ouidah ou de Hassan Saoud. Après, en ce qui concerne le diplôme, ça existe des entreprises qui exigent des formations en HSE. Il y en a des entreprises qui exigent une expérience professionnelle pour pouvoir embaucher des vétérinaires, donc des superviseurs QHSE. Donc ça dépend de l'entreprise, ça dépend de la politique de recrutement de chaque entreprise, ça dépend des exigences, etc. etc. Donc, réellement, le diplôme de docteur vétérinaire est suffisant, mais ça dépend de quelle entreprise tu parles, ça dépend de quel client. Il y en a ceux qui, comme tu l'as déjà dit, qui exigent des formations en HACCP, qui sont des formations très chères, payantes très chères. Il y en a ceux qui exigent des formations en HSE en général. Il y en a ceux qui exigent d'avoir au minimum 3 ans d'expérience. Donc, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend de l'importance du poste, parce que même pour les superviseurs QHSE, il y en a des superviseurs sur site, il y en a ceux qui sont des superviseurs zone, c'est-à-dire ces superviseurs QHSE zone, c'est des responsables des superviseurs ici, ou des correspondants des mois affectés sur les sites. Donc, ça dépend du poste, ça dépend de l'entreprise. Donc, pour récapitulation, il faut beaucoup travailler sur soi. Bien sûr, parce que c'est un. Vous savez que les emplois sont de plus en plus rares, il y a plusieurs conditions, il y a plusieurs étapes à franchir pour. Voilà. Est-ce que je pense que non. Attends, on a une autre question. Oui. Une question qui dit pour le staff, ils doivent présenter quoi comme certificat de bonne santé? Ok, pour le personnel, Oui. d'abord,
pendant le recrutement, lors du recrutement, le personnel doit avoir présenté un bon bilan des analyses, que ce soit des analyses sanguines, bilan analyse physique, analyse. Bon, c'est très bien. Mais, par exemple, l'employé doit avoir une bonne santé, doit présenter des preuves, c'est-à-dire les certificats. Parfois, on exige des radiotélé-thorax, des résultats d'analyse sanguine, des résultats de coproparasito des selles. Ça, c'est pour garantir la santé du personnel aussi lors du travail, même si lors du recrutement, le personnel a présenté ses analyses, mais il doit avoir, selon son poste, régulièrement, il doit passer des analyses sanguines et de coproparasito des selles. Chaque 6 mois. Chaque 6 mois, les employés doivent passer un examen médical pour garantir leur santé. Voilà. D'accord. D'accord, docteur. On attend une autre question, je pense. Est-ce que vous avez une autre question, sinon? Oui. S'il n'y a pas d'autres questions. Oui, oui, il y a une autre question, il est en train d'écrire. Vous pouvez activer vos micros, les docteurs. سلام امين لاباس Salam, مرحبا. يعطيك الصحه دكتور. Bien, je vous en prie. J'espère que c'était bénéfique pour tout le monde. الحمد لله بارك الله فيك كانوا الاجابات Merci. تسمى في القمه ان شاء الله. Voilà. Docteur, pour Oui. la question, Vas-y. quelles sont les personnes qui risquent de développer des maladies au sein de l'entreprise? C'est les personnes, en général, c'est les personnes âgées. C'est les immunodépressifs qui ont des maladies chroniques. C'est ce genre de personnes qui sont vraiment sensibles et qui présentent un danger de propager leur maladie ou de présenter un danger sur la sécurité alimentaire. Alors c'est pour ça on demande des certificats de santé. De bonne santé. Voilà, tu dois être sain pour pouvoir travailler dans ce domaine vraiment exigeant et sensible. Ok, بارك الله فيك دكتور. Merci. Merci beaucoup, docteur. Donc, Je pense qu'on a s'il n'y a pas d'autres terminé. questions, Oui. voilà, je vous en prie, je vous remercie pour votre présence. Merci beaucoup, docteur. Je tiens à vous remercier également pour cette formation. C'était vraiment formidable, très utile. Yatek Saha, docteur. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Inch'Allah, pourquoi pas. Inch'Allah. Rendez-vous, Inch'Allah, dans d'autres rendez-vous peut-être. Inch'Allah, Inch'Allah, docteur Madabina. Donc, merci beaucoup à votre présence. Merci de soyez là avec nous, les Swartou-Ma'ana. Je vous donne un rendez-vous ce soir, Inch'Allah, avec la conférence de Dr Dib Amira et un invité surprise spécial. Restez branchés dans le concept de Eid al-Adha, Inch'Allah. Restez branchés, restez fidèles et saluez-vous. Vas-y, bonsoir.